allons vous présenter, la bande à Godot va vous présenter un extrait du mariage de Figaro de Beaumarchais. Beaumarchais a eu une vie bien remplie, puisqu'il a été successivement ou en même temps dramaturge, compositeur, marchand d'armes, espion et horloger. Dans le mariage de Figaro, qui fait partie d'un triptyque, le mariage de Séville, le mariage de Figaro et la mère coupable, Beaumarchais critique la société et notamment les privilèges de la noblesse, et il parle aussi de la condition de la femme à l'époque de Louis XVI. Et cette pièce a été interdite, elle a été présentée une fois en 1781 et ensuite elle a été interdite par la censure pendant 4 ans. Voilà, tout le monde est prêt? Pieds sur 26. Figaro, voilà mon petit chapeau. De quoi tu mets ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une jeune fille, et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde ma petite Suzanne, si c'est symbolique que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison sera accordé que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, qui tient au milieu de ces 2 appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Cesse, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'un tâté du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien! Mais quand il aura tenté le matin, pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait l'écouter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Il y a, mon ami, que là, de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile? Oh, mon mignon, si jamais volé... Les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir, vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent enlever par leur coupable négligence tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles? Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes. On y laisse former 1000 ouvriers de l'autre sexe. Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, leurrée de respect apparent, dans une servitude réelle, traitée en mineur pour nos biens, punie en majeur pour nos fautes. Ah! Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. Ah! Susan! Depuis 2 heures, j'ai mis le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi je vais partir. Comment mon mariage à la nature du château? Je promets pas de mon seigneur. Susan, il me renvoie! Cher Urbain, quelques sottises! Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle d'innocente pour la fête de ce soir. Oh, il s'est mis dans une fureur en me voyant. Sortez, m'a-t-il dit, petit. Je n'ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu'il a dit. Sortez, et demain vous ne coucherez pas au château. Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser. À l'apaiser, c'est fait, Susan. Je suis à jamais privée du bonheur de te voir. De me voir. Moi, c'est à mon tour. Ce n'est donc plus pour ma maîtresse qui vous supplie en secret. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante.
C'est-à-dire que je ne le suis pas et qui ont posé avec moi. Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser, mais que tu es heureuse à tout moment la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle. Ah, Susan, je devrais... Qu'est-ce que tu tiens donc là? Hélas, le robonnet et le fortuné ruban qui renferment à la nuit le cheveu de cette belle marraine. Son ruban de nuit, donne-le-moi, mon cœur. Hé, que non pas son cœur, comme il est familier donc, si ce n'était pas un morveau sans conséquence. Oh, le ruban! Tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu, tu diras tout ce que tu voudras. Oh! Dans 3 ou 4 ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien. Rendez-vous le ruban. Oh, laisse-le-moi, Susan. Je te donnerai ma romance. Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, le tien y versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur. Amusez votre cœur, petit scélérat. Vous croyez parler à votre Fanchette. On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame. Et vous m'en parlez à moi par-dessous le marché? Cela est vrai, d'honneur. Je ne sais plus ce que je suis, mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots amour et volupté le font tressaillir et le troublent. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. Hier, j'ai rencontré Marceline. Pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Et une fille, une femme. Ah, que ces noms sont doux, qui sont intéressants. Il devient fou. Fanchette est douce, elle m'écoute au moins. Tu ne l'es pas, toi. C'est bien dommage. Écoutez donc, monsieur. Tu ne l'auras battu qu'avec ma vie, mais si tu n'es pas content du pic, j'y joindrai 1000 baisers. Mon coucher hors d'haleine, mon cœur a de peine. Je rêve de peine à peine, au gré du destrier, au gré du destrier. Au gré du destrier, s'en vers les écuyer, l'après d'une fontaine, mon cœur a de peine, songeant à ma marraine, sentez mes pleurs couler, sentez mes pleurs couler. Sentez mes pleurs couler, très âme désolée, je veux traîner ma chaîne, mon cœur a de peine. Mourir de cette peine, mais non m'en consoler, mais non m'en consoler. Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer. Je chiffonnais. Oui, je chiffonnais avec Suzanne. Elle est passée un moment chez elle. Vous avez l'air le ton bien altéré. Cela n'est pas étonnant. Pas étonnant du tout, je vous assure. Nous parlions de vous. Vous parliez de moi. Je suis ramené par l'inquiétude. En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité. Comment, monsieur? Quel billet? Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il pénètre ici.
car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Pour rien au monde. Je suis très incommodée. Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit entends-je là? Du bruit? On a fait tomber un meuble. Je n'ai rien entendu pour moi. Il faut que vous soyez furieusement préoccupés. Préoccupée? De quoi? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame. Et qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur? C'est moi qui vous le demande. J'arrive. Et Suzanne, apparemment, qui range. Vous avez dit qu'elle était passée chez elle. Passée? Ou entrer là? Je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble où je vous vois? Du trouble pour ma camariste? Pour votre camériste, je ne sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur. Cette femme vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi. Elle m'occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l'instant. Je crois en effet que vous le voulez souvent. Mais voilà bien les soupçons les moins fondés. La politique, feindre d'ignorer ce qu'on sait, feindre de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, surtout de pouvoir au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on n'est que vide et creux, jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique où je meurs. Monseigneur, on jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un homme. Monseigneur, il est grillé le matin. C'est un petit reste d'hier. Voilà comment c'est un petit reste d'hier. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Cet homme, où est-il? Où il est? Oui. Il faut me le trouver déjà. C'est mon domestique. C'est celui qui prend soin de votre jardin. il y tombe un homme. Il y tombe un homme et ma réputation en est effleurée. Qui boira donc toujours. Si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre? Oui, tout à l'heure en veste blanche et qui s'est enfui, j'en ai courant. Après? J'ai bien voulu courir après, mais je me suis donné une si fière gourde à la main que je ne peux plus bouger ni pied ni patte de ce doigt-là. Au moins tu reconnaîtrais l'homme. Oh, que oui da. Si je l'avais vu. Si je l'avais vu, pourtant. Voilà bien du train pour un feu de fleurs. Il est inutile de chercher, monseigneur. C'est moi qui ai sauté. Comment c'est vous? Votre corps. Votre corps a donc bien changé depuis ce temps-là. Car je vous ai connu beaucoup plus moindre et plus fluet. Certainement. Quand on saute, on se peut le tonne. Mais ta vie que c'était plutôt le grand galet de page. Chérubin, tu veux dire? Diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec Goddam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste aux garçons. Goddam, on vous
salé, sans pain. C'est admirable. Aimez-vous avoir un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet, rien que celui-ci? Goddam! On vous sert un pot de bière en bel étain, la mousse au bord. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trop de temps menus, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillons un peu des hanches, mettez milliardement tous les doigts unis sur la bouche. Ah, goddam! Elle vous semble un soufflet de crocheteur, preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que goddam est le fond de la langue. Femme, créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide, et moi, comme un beudé. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez ajouter, y a-t-il rien de plus bizarre que ma destinée, fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Susan, le tourment tu me donnes. Vous autres époux maladroits, qui tenez des espions à gage et tournez des mois entiers autour d'un soupçon sans l'asseoir, que ne imitez-vous? Dès le premier jour, je suis ma femme et je l'écoute. En un tour de main, on en est au fait. C'est charmant, plus de doute, on sait à quoi s'en tenir. Heureusement que je ne m'en soucie guère et que cette trahison ne fait plus rien du tout. Je les tiens donc enfin. Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste eût étouffé en naissant. Madame la comtesse. Parlez-en. Ah, madame, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est mon seigneur? Que m'importe un ingrat, dis-moi. Et Susan, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit? Ne parlez pas. Cette Susan qu'on croyait si vertueuse, qui faisait la réservée. Ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. N'appelez pas. Hé, c'est Susan. Goddam. Vous paraissez inquiet. Traîtresse qui veut me surprendre. Il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir? Je ne serai donc pas de mon sexe, mais les hommes en ont 100 moyens. Ah, madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes, je les vaut tous. Comme je le souhaiterais. Il serait bien gai qu'avant la noce. Ah, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances. Des filles, suppléant vous, aux grâces qui manquent ma prière.
La main me brûle. Mais monsieur, avez-vous songé que Oui, madame, oui, pour la j'ai songé. colère et pour l'amour, Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. la voici. Ah, Kezako! Et voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances, pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? Dis donc, comme ce matin. Saint-Barbara, oui, c'est de l'amour. Ô bonheur, ô délices, ô sans fin heureux Figaro. Frappe, ma bien-aimée, sans te lasser, et regarde avec bonté, Susan, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Tu m'as reconnu? Ah, comme je m'en vengerai! Sa foi trahisse, ils s'en vantent et chacun rit. Que sa femme est un caprice, s'ils l'accusent, on la punit. De cette absurde injustice, faut-il dire le pourquoi? Les plus forts ont fait la loi. Les plus forts ont fait la loi. Les plus forts ont fait la loi. Par un sort de la distance, l'un est roi, l'autre berger. Le hasard fit la distance, seul le roi peut tout changer. Devint roi que l'on encense, seul le roi vire de